La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Pascal Lamy, il est président émérite de l'Institut Jacques Delors, il a été commissaire européen et il a été aussi directeur général de l'OMC. L'OMC, on ne sait plus très bien à quoi ça sert, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Il nous dira comment il voit les choses. Mais tout de suite, Pascal Lamy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions, évidemment. Il y a un Conseil européen pour sauver un peu l'industrie européenne face à cette menace de l'IRA, Inflation Reduction Act. Il y a bien sûr la BCE qui a un peu assommé les marchés. Il y a le Qatargate aussi. Qu'est-ce qui se passe au Parlement européen? Un mot quand même sur la décision de la Banque centrale européenne qui s'inquiète de l'inflation, qui voit des prévisions quand même extrêmement élevées. Et du coup, les marchés se disent, attendez, resserrement monétaire, l'inflation pourtant augmente, évidemment la croissance elle faiblit. On rentre dans une période quand même assez dangereuse et la BCE n'a pas forcément les rênes. Oui, mais enfin, on a quand même une certaine expérience de ces poussées inflationnistes et on sait qu'il faut les contenir le plus tôt possible, de manière à ce que l'effet prix, salaire, prix ne se produisent pas. Ben oui, mais Christine Lagarde, elle a dit attention aux effets secondaires. Il se trouve que la Banque centrale européenne est partie un petit peu plus tard que la Réserve fédérale américaine. Un petit peu trop tard. En tout cas, un petit peu plus tard que les Américains. Et donc, il faut faire très attention parce que, à la fin du fin, l'inflation, c'est quand même ce qu'il y a de plus terrible pour les ménages les plus modestes. Et en Europe, ça compte. Et donc, comme l'expérience nous dit qu'on ne sait pas lutter efficacement contre l'inflation sans tempérer la croissance, et c'est donc normal que les entreprises et les marchés considèrent qu'il y aura un peu moins de croissance que prévu. Oui, mais c'est pas ça, c'est l'inflation qui fait peur. C'est-à-dire que le resserrement monétaire, il est fait quand même, puisque la croissance ne fait pas partie des objectifs de la Banque centrale européenne, c'est l'inflation. Ben non, visiblement... Il aura son effet si il est un peu plus resserré qu'il n'a été le cas jusqu'à présent. C'est une question de dosage. Oui, mais le dosage, est-ce qu'il vous paraît bon? Oui, c'est très difficile. C'est très difficile, si vous voulez. C'est très difficile bien, vous n'êtes pas à dire. banquier central. Ce qui est clair, c'est qu'on est parti plus tard que les autres. Voilà. Oui. Le Qatargate, donc vous avez évidemment suivi ce qui se passe au Parlement européen, où vous avez passé, enfin à la Commission européenne, vous avez passé des années. Le Parlement européen qui se dit ce soir consterné par les soupçons de corruption qui pèsent sur le Qatar, mais aussi peut-être sur le Maroc, avec la vice-présidente Eva Kaili, qui était l'une des 14 que compte cette opération anticorruption, et donc qui a été déchue de son titre de vice-présidente du Parlement européen. Est-ce que c'est un peu la face cachée de l'iceberg, ou pas? Ou la face émergée, comme vous préférez? J'ai été dans les fondateurs en France, il y a 30 ans, de Transparence Internationale, qui est la grande organisation mondiale de lutte contre la corruption. Donc c'est un sujet que je connais, sur lequel je travaille depuis longtemps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des parlementaires européens qui semblent être corrompus. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont fait pincer. Et évidemment, la corruption, et je rappelle que dans la corruption, il y a le corrompu, mais il y a aussi le corrupteur. Et il faut regarder les deux côtés de la médaille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a de la corruption, ça apparaît. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ils sont surveillés, qu'on a fait attention. Reste que, et là, je suis tout à fait d'accord avec la déclaration qu'a fait le dirigeant européen de Transparence Internationale aujourd'hui. Il faut que le Parlement européen resserre ses règles déontologiques qui, aujourd'hui, ne sont pas au niveau de celles qui s'appliquent aux parlements européens les plus rigoureux. L'Europe est un peu composite. Il y a des pays où c'est très rigoureux, généralement au nord. Il y a des pays où ça l'est moins, généralement plus au sud. Et c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Je pense que ça se traduira par un progrès dans la lutte contre la corruption et l'influence monétaire d'un certain nombre de lobbies. Oui, mais Pascal Lamy, vous avez joué un rôle très important au niveau européen. Est-ce que, et puis même encore, vous êtes président de l'Institut Jacques Delors, président émérite, est-ce que ça vous a surpris? Oui. Ça m'a surpris. Choqué, mais évidemment, mais surpris. Je vais expliquer pourquoi ça m'a surpris.
Parce que la veille au soir de l'arrestation de cette vice-présidente du Parlement européen, j'étais assis à côté d'elle parce qu'elle remettait le prix du livre européen au nom du Parlement européen. Ah oui, d'accord. Oui. Donc C'est savoir le sens de l'actualité, Pascal Lamy. Transparence internationale, c'est de la transparence. Donc je fais de la transparence. Et du coup, il y avait ma trombine sur les photos du lendemain matin. Bon, depuis, ça s'est un peu calmé. Et donc, non, je ne savais pas que cette dame avait chez elle, apparemment, ce qu'on a trouvé. Je suis prudent parce que, bon, il faut que des juges se prononcent. Non, je ne savais pas. Et je suis d'autant plus choqué que c'est une camarade social-démocrate et que donc ça peut laisser penser qu'il y a d'autres camarades social-démocrates qui sont dans le même panier. Non, bien sûr que je suis choqué, mais je voulais... Surtout à ce niveau-là, vous voyez ce que je veux dire? Parce Absolument. qu'il y a 500... il y a combien de députés européens? J'ai plus le chiffre, j'ai cité les chiffres français. Peu importe, je suis choqué. La vice-présidente... Je suis choqué, je considère que c'est mauvais pour l'image de l'Union européenne et pour la démocratie européenne. Il faut en tirer les conséquences et en profiter pour faire ce qu'on a fait en France. Je rappelle que depuis 20 ans, la France a resserré petit à petit sa déontologie parlementaire, ministérielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des scandales à certains moments. Donc il y a un scandale, on resserre, il y a un scandale, on resserre. C'est ce qu'il va falloir faire. Oui, c'est ce que vous attendez en tous les cas Absolument. Comme leçon de ce qui s'est passé. C'est ça qui est étonnant parce que toutes les entreprises qu'on rencontre ou les gens qu'on rencontre, au niveau de la Commission européenne, à chaque fois qu'ils postulent pour quelque chose, je veux dire, on a l'impression il y a des listes entières de choses à préciser, savoir si votre grand-oncle n'était pas le cousin du neveu du machin. Absolument. Et hop, on trouve des valises de billets chez la vice-présidente du Parlement européen. Absolument. Donc vous voyez, Absolument. Le Parlement européen n'est pas au niveau de la commission déontologie qu'il devrait avoir. Mais encore une fois, je n'excuse rien du tout. Je connais la diversité européenne. Ça prend du temps avant que tout le monde s'aligne sur le paramètre suédois. Et donc là, on risque d'avoir encore des mauvaises surprises. Comme vous dites, il faut une mise de niveau, ça peut arriver. Pascal Lamy, il y a un Conseil européen en ce moment même pour sauver l'industrie européenne, une industrie européenne qui est quand même évidemment mise à mal par les conséquences de la guerre en Ukraine, les conséquences énergétiques, pénurie. Est-ce que là aussi, l'Europe ne peut pas aller plus vite? Parce qu'on voit ce qu'ont fait les États-Unis, cette arme redoutable, donc qui s'appelle l'IRA, c'est un peu bizarre, mais enfin ça s'appelle comme ça, Inflation Reduction Act. Il y a Biden qui a dit à Macron, mais allez-y, faites la même chose en Europe. Je pense que si je vous réinvite dans 2-3 ans, on sera toujours en train de discuter d'avoir un Conseil européen sur cette question. Les Américains, qui sont nos alliés, nous déclarent la guerre des subventions. En s'asseyant complètement sur les règles de l'OMC, qui interdisent ce genre de pratiques. Les règles de l'OMC interdisent l'IRA, d'accord. Absolument. Okay. Interdisent je rappelle que vous avez dirigé l'OMC. La partie de l'IRA qui subordonne l'octroi d'un avantage en subvention ou en taxe à un contenu local. C'est totalement contraire à l'OMC. Les Américains s'en foutent parce qu'ils ont décidé de fait de sortir de l'OMC. On n'a pas encore tous très bien compris ça, mais depuis Trump, et Biden sur ce plan-là, c'est la même chose que Trump sur le plan de la politique commerciale, sauf que c'est fait plus intelligemment et avec moins de provocation, et ça peut marcher, alors que ce qu'a fait Trump n'a pas marché. C'est ça le fond de tableau. Donc le système international qu'on avait jusqu'à présent, avec des disciplines, qui faisaient qu'on se frite, mais avec des règles qui discipline une certaine concurrence, c'est terminé. Les Américains mettent 200 milliards de dollars sur la table. La question est de savoir si l'Europe peut ou veut mettre 200 milliards de dollars sur la table. Mais c'est ce que mettent les Allemands de leur côté, un peu les Français. Nous aussi. Mais bien sûr. On ne l'a pas fait dans des conditions qui interdisent l'accès des entreprises américaines au marché européen jusqu'à présent. Oui, c'est ça le problème. Alors, prenons la vue globale. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un problème avec ça. Les Japonais, les Coréens, les Latino-Américains, les Africains. Si on se lance dans la guerre aux subventions, qui c'est qui va perdre? C'est pas les Chinois, c'est pas les Américains. C'est pas les Européens parce qu'on est riche. Bah quand même. Attendez, regardez, le nombre de chefs d'entreprise qui sous le manteau vous disent, c'est vrai qu'on regarde quand même du côté américain. Edwige, je vous donne la global picture.
si on rentre dans un monde où on se fait la guerre à coups de subventions, les 2/3 de l'humanité vont y perdre. Donc la réaction européenne, elle doit être 1. On ne se laisse pas faire. 2. Si les Américains prennent des mesures contraires aux droits de l'OMC, nous mettons en place des rétorsions. Et les Américains savent qu'on est capable de faire ça. Oui, mais quoi, par exemple, de quoi sur les camemberts Il y a des tas de produits américains qui sont très importants sur le marché européen. Nous avons un levier de discussion. J'ai essayé, Pascal Lamy, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Mais oui, mais j'ai pris des mesures de rétorsion quand j'étais commissaire européen, et dans certains cas, ils se sont écrasés. Oui. Parce qu'ils savent que dans ce domaine-là, ils nous font mal. Reconnaissons-le, ils nous font mal. C'est nos alliés. On se bat ensemble pour essayer de sauver l'Ukraine de l'invasion russe, mais ils nous tapent dans le dos. Bon, et on ne peut pas se laisser faire. Et par ailleurs, il faut créer une coalition au niveau mondial avec d'autres qui ont ce problème, qui n'ont pas forcément la puissance commerciale américaine, et négocier avec eux. Et d'ailleurs, il y a moyen de négocier. Vous pensez que ça pourrait les ébranler ? Si on leur dit, votre disposition qui oblige à un contenu local américain, qui, comme par hasard, ne s'applique pas au Canada et au Mexique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des bonnes relations avec le Canada. Il faut qu'elles s'appliquent aussi pour nous. Nous, on est comme le Mexique et comme le Canada. On Vous est avez des alliés. toutes les bonnes raisons de faire ça. On est alliés. On a un échange commercial tout à fait ouvert. Si vous ne le faites pas, alors on tape. Ouais. Vous pensez qu'il y aura un consensus au niveau européen là-dessus ? En général, c'est la Commission qui mène la danse dans ce domaine, et La Commission est allemande. Non, écoutez, non, vous pouvez pas dire ça. Moi, si. Non, là, franchement, non. Là, vous exagérez. Qu'est-ce que ça veut dire, la Commission est allemande ? Vous avez dit la Commission est française Regardez. Est-ce que vous avez dit que la Commission était française quand c'était Delors et luxembourgeoise quand c'était Juncker, ou est portugaise quand c'était Barroso ? Non, pour une raison simple, c'est que c'est pas tout à fait le même exercice. Regardez la difficulté autour de la taxonomie sur le nucléaire. Regardez les questions aussi industrielles. Bien sûr. Là, sur les négociations qui sont encore en cours pour la réforme du marché de l'électricité. Bien sûr. Excusez-moi, c'est quand même une vision plutôt allemande. Non. Bah si, sur le nucléaire, c'est plutôt une vision allemande. Non, pas une du vision tout. française. Écoutez, non. Sur le nucléaire, la taxonomie, la décision qui a été prise est de considérer et le gaz et le nucléaire comme des énergies de transition. Voilà un accord franco-allemand. Les Allemands voulaient du gaz et pas de nucléaire. Nous, on voulait du nucléaire et pas du gaz. Oui, on a mis le nucléaire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle nouvelle pour l'environnement ? J'en suis moins sûr. Mais en tout cas, sur le plan politique, c'est un compromis typique franco-allemand. Ouais, je reste un instant sur les États-Unis, parce que les États-Unis, ils ont agrandi leur liste noire de produits chinois, notamment sur tout ce qui touche les semi-conducteurs. Ils ont raison aussi quelque part ou pas ? Alors, je ne suis pas américain. Non, mais vous êtes ancien directeur général de l'OMC, donc c'est pour ça que ce que je sais, c'est que il faut, dans ce cas-là, du point de vue de l'OMC, démontrer que vous avez effectivement de bonnes raisons de considérer que votre sécurité nationale est en cause. Je n'en sais rien, je ne connais pas bien toutes les entreprises chinoises en question. La vérité, c'est qu'il y a une stratégie globale des Américains qui consiste à essayer de déglobaliser la Chine sur le plan digital. On leur TikTok, on leur interdit l'accès aux technologies qui sont à la frontière de la révolution digitale. Mon propre diagnostic, c'est que si les Américains font ça, ils font effectivement ralentir les Chinois pendant 10 ou 15 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Chinois pendant ce temps-là ? Ils vont surinvestir dans cette guerre aux subventions à la tech. Ils vont, effectivement, ça va prendre du temps, le temps qu'ils rattrapent les Américains à la frontière de la technologie. Dans 20 ans, ils y seront. Et entre-temps, on aura autarcisé la Chine. Et moi, je considère que, quel que soit le niveau de menace que la Chine représente pour nous, et incontestablement, c'est le cas dans certains domaines, une Chine autarcisée est plus dangereuse qu'une Chine globalisée. Donc, sur le plan stratégique, sur le plan global, je suis pour une Chine globalisée et contre une Chine autarcisée, même si c'est le penchant de M. Xi Jinping aujourd'hui, plus que celui de ses prédécesseurs. Mais, oui, mais en même temps, les encourager dans le nationalisme
et dans Ils s'y encouragent tout l'autarcie, seuls, vous avez raison de le souligner, et d'une manière assez forte. les encourager dans cette direction ne me paraît pas la bonne stratégie. Donc, dans ces conditions, est-ce que vous trouvez, par exemple, que la taxe carbone, ça c'est un accord qui a été obtenu au niveau européen, certains disent elle est un peu incomplète, mais est-ce que cette taxe carbone est enfin une riposte Très bonne nouvelle. et je aux le dis, Chinois? Très bonne nouvelle, et je le dis d'autant plus que c'est la petite sœur bruxelloise de l'Institut Jacques Delors de Bruxelles qui a mis sur la table la première maquette d'un CBAM européen, d'un ajustement carbone à la frontière, il y a 2 ans et demi. On a mis sur la table ce que ça devait devenir, donc on est pour, et le résultat ressemble d'ailleurs étrangement à ce qu'on a mis sur la table à l'époque, même si on a un demi-accord qui vient de la semaine dernière, il reste encore un paquet de boulons et de vis à mettre en place à la fin de cette semaine, notamment parce qu'une partie de l'industrie européenne pousse pour avoir à la fois la protection à la frontière, que représente l'ajustement carbone à la frontière, qui est un truc qui égalise le prix du carbone entre l'extérieur de l'Union et l'intérieur. Nous, on est à 85. Si on importe quelque chose des Chinois qui sont à 10, il faut ajuster de l'équivalent de 70 à la frontière. Bon. Donc eux, ils paieront 70. Ils paieront 70 s'ils exportent du carbone qui est plus brun, plus noir que celui de l'Europe. Ouais. Attention. Eh ben oui, il y a un peu ça. Oui. Bien sûr. Et dans un certain nombre de cas, ils sont capables d'exporter du carbone qui est moins carboné que nous parce qu'ils ont une partie de leur appareil industriel qui est moins ancien. Alors, il y a cette protection. En réalité, à quoi ça vise? Ça vise à éviter les fuites de carbone. Ça vise à éviter que, parce qu'on a un prix du carbone élevé, des gens sortent de l'Union pour aller produire ailleurs. Bon, c'est une très bonne nouvelle. C'est une première mondiale. Elle a d'ailleurs eu un effet politique très important. Moi, j'ai vécu ça. Un mois après qu'on ait publié notre maquette au printemps 2020, à Pékin, à Moscou, à Washington, à l'OCDE, on a dit « Ah oui, il faut absolument qu'on discute de ça, parce que là, ça devient sérieux. » Donc c'est une très bonne nouvelle, mais les industriels européens doivent savoir qu'ils ne peuvent pas avoir à la fois cette protection à la frontière et des allocations gratuites de permis d'émission. Si vous mettez en place une protection à la frontière, il faut diminuer d'autant les subventions que représentent des permis d'émission gratuits. Et là, on n'y est pas encore. Et c'est une condition importante de compatibilité. D'où les réticences un peu quand même des entreprises qui la réclamaient, mais qui en même temps... Les entreprises en question, enfin celles qui s'activent beaucoup au Parlement européen, dont on vient de parler cette semaine, c'est les entreprises qui, elles, voudraient bien avoir et la ceinture et les bretelles. Les allocations gratuites ont eu un effet important pour favoriser les énergéticiens. Mais il y a tout un tas de secteurs, dans le ciment, dans l'acier, dans l'aluminium, qui ont empoché les allocations gratuites, qui n'ont pas fait la transition de mouvement de décarbonation qu'ils devaient faire, et qui ont, en empochant les allocations gratuites, fait des profits qu'ils ont investis ailleurs qu'en Europe. Là, il y a un problème. Donc, il faut regarder ça de près, mais dans l'ensemble, c'est une grande innovation. Elle aura un effet important politique sur la décarbonation dans d'autres pays que le nôtre. Et disons, ça, c'est un peu l'Europe leader vert de cette planète. C'est un des espoirs qu'on peut avoir. Et peut-être son positionnement. Pascal Lamy, puisque je vous ai choqué en disant que la Commission européenne était plutôt allemande, notamment sur le plan de l'énergie, on va poursuivre un instant, il nous reste quelques minutes, sur la politique énergétique européenne. Est-ce que vous êtes... est-ce qu'il faut un plafonnement du gaz ou pas? Les Allemands disent non, les Français disent oui. Qui a raison? Il y aura un plafonnement du gaz. Oui, mais quelles conditions? Vous voyez, ça dépend où est le plafond. Non, mais ça dépend si le plafond, si c'est... Nous sommes d'accord, mais les Allemands, qui n'en voulaient pas, concéderont qu'il faut un plafond. Alors, on va d'abord mettre un plafond un peu plus haut que ce que souhaitent les Français. Et puis, petit à petit, comme ça se passe toujours en Europe, petit à petit, on resserrera le dispositif. Ce qu'il faut... En réalité, il faut une Europe de l'énergie, que d'ailleurs Delors demandait, et nous ne l'avons pas fait à l'époque, quand je dis nous, enfin lui ne l'a pas fait à l'époque pour d'assez bonnes raisons. Et pourquoi? Racontez-nous un instant. Parce que Delors, et c'est la directrice générale de l'Institut Jacques Delors à Bruxelles, qui était sa conseillère environnement à l'époque, a mis au point une taxe carbone en 1992 pour aller à Rio.
Le problème, c'est que le Conseil n'a pas voulu de la taxe carbone. Pourquoi ? Parce que ça avantageait trop les Français qui avaient du nucléaire et ça taxait trop les Allemands qui avaient plein de charbon. Eh ben voilà. Mais de toute façon, On y arrive. de toute façon, il fallait. Attendez, c'était dans les années 90. Ah oui, c'est exactement la même chose dans les années 20, non, mais non, 2020, non, mais 2023. Mais non, Edwige, non, parce que, puisque ça n'a pas marché à l'unanimité, on a créé le système de permis d'émission que les Allemands payent comme ils auraient payé une taxe carbone. Donc finalement, on est arrivé au même résultat. C'est vrai, et là, je comprends votre impatience, avec des contorsions, du temps. Il faut une Europe de l'énergie. Elle va d'ailleurs arriver. Poutine aura favorisé, on n'y est pas encore, mais il aura favorisé l'accouchement pénible, difficile, compliqué, d'une Europe de l'énergie qui devient indispensable. Et il aura surtout finalement accélérer la transition énergétique européenne. On va aller plus vite vers les renouvelables, on va aller plus vite vers la décarbonation. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y en a beaucoup, je reconnais, mais celle-là n'est pas forcément... Est-ce qu'en attendant, par exemple, la France, elle dit, on entend certains ministres qui disent, on n'a qu'à sortir de l'accord sur l'énergie, on n'a qu'à faire comme les Espagnols, on va faire des lignes électriques avec les Espagnols entre l'Espagne et la France. Absolument. Oui, vous dites qu'il faut sortir en attendant ? Je ne dis pas qu'il faut sortir. Les Espagnols ne sont pas sortis. Ils sont pas sortis. On les a laissés interpréter les règles d'une certaine manière. Ce que les Français n'ont pas voulu faire pour d'autres raisons que celles que les Espagnols ont fait, c'est pas que les Français ont eu peur de la Commission, c'est qu'ils ont considéré que du point de vue de leurs propres intérêts et notamment de la prépondérance du nucléaire sur nous, c'était pas une bonne idée. Bon. Mais on va vers une Europe de l'énergie dans laquelle on n'était pas, effectivement. Et je crois que tout le monde reconnaît maintenant que la manière dont on a structuré la détermination des prix de l'électricité en le mettant au prix de la centrale marginale n'était pas ce qu'il fallait en période de crise. On aurait dû à l'époque, et je le reconnais volontiers, et je ne suis pas à l'auteur, j'étais plus à la Commission européenne à ce moment-là, on aurait dû à l'époque dire en cas de crise, il y a une clause, absolument. Ouais. C'est juste. Comme ça existe. Vous voyez, on finit par tomber d'accord. Il nous reste 30 secondes, donc Pascal Lamy est quand même un petit peu optimiste, inquiet sur l'Europe. Optimiste, inquiet. J'y réfléchis, j'y travaille, j'en discute avec beaucoup d'autres, et notamment avec les instituts Jacques Delors. Il y a de bonnes raisons de penser que l'invasion de l'Ukraine, finalement, renforcera l'Europe. Il y a aussi de bonnes raisons de penser qu'elle l'affaiblira. Et je ne sais pas. Et je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Et vous reviendrez nous voir. Il y a des bonnes raisons des deux côtés. Merci beaucoup, Pascal Lamy, d'avoir été avec nous et de votre franchise. Pascal Lamy, donc le président émérite de l'Institut Jacques Delors.